Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Les résolutions de la CEDEAO face à la crise socio-politique au Mali divisent les acteurs. Pour la CEMAS de Mahmoud Dicko, il s'agit de mesures favorables à une sortie de crise, une position qui n'est pas partagée notamment par Maître Muntagatal qui estime que ces recommandations ne peuvent pas permettre une sortie de crise. Certains députés également estiment qu'il n'est pas question aujourd'hui de démissionner. Nous allons en débattre au cours de ce débat pour savoir quelles analyses des dernières évolutions. Dr Brema Eli Dicko, sociologue, professeur à l'université de Bamako est avec nous. Bala Diakité, politologue, chercheur au CRAPES également. Et Dr Mamadou Guissé, juriste, enseignant-chercheur à l'université de Bamako au téléphone. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs et invités. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Docteur Brema Eli Dicko, sommes-nous vers une sortie de crise ou est-ce que la situation est en train de s'empirer avec ces recommandations de la CEDEAO? Bien, merci pour la question. Je pense les deux à la fois parce que une porte s'est fermée et une autre, de mon point de vue, s'est ouverte. C'est dommage qu'à chaque fois qu'on attende tout de la CEDEAO ou des acteurs externes. Ce que la CEDEAO a proposé, au fond, ce sont des choses qu'on aurait pu faire même le 5 juin, donc bien avant, dès le début. Mais la situation s'est cristallisée au fil des temps parce qu'on a d'une certaine manière laissé faire, parce que le mouvement, on ne l'a pas pris forcément au sérieux, parce qu'on était toujours dans des histoires de personnes, Dicko, Choguel, qui auraient participé au gouvernement, donc comptable du bilan, etc. Donc on a pris du temps à mesurer la profondeur de la crise, à se rendre compte que finalement ça va au-delà de la question électorale, certes qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais que ce n'était pas ça le fond du problème. Donc c'est un début en ce sens où quand même, si on s'en tient à ce que l'imam Dicko a dit la dernière fois à sa sortie de la réunion avec les chefs d'État, il a dit que des jeunes gens sont morts pour rien, plutôt sont morts et qu'on ne peut pas penser que ce n'est pas rien et qu'il faut nécessairement des mesures fortes dans ce sens. Et le fait que la CEDEAO, de mon point de vue, ait proposé une commission d'enquête indépendante, ça peut rassurer certains acteurs et ça peut les laisser entendre que bon, on va faire quand même une enquête qui va aboutir, contrairement à une enquête nationale qui peut-être peut traîner le pas et qui souvent n'aboutit pas forcément. Donc ça, c'est quelque chose, un bon point. Mais en même temps, ces recommandations, pour moi, posent beaucoup de problèmes et posent beaucoup de questions. Quand j'ai dit des problèmes, c'est que la CEDEAO veut qu'on reste dans un cadre constitutionnel. En même temps, ce qu'on propose viole la constitution malienne. Bala Diallah est plutôt juriste, Diakité est plutôt juriste, il va en parler. Mais je me dis bien que certains députés vont refuser de démissionner. On a vu un communiqué de la CODEM qui dit que ces députés ne vont pas démissionner. Et donc, si les députés refusent de démissionner, on va peut-être arriver à quoi? À la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, c'est quelque chose qu'on avait évoqué déjà dès le mois de juin. Et c'est ce qui est constitutionnel. Donc, pourquoi on a toujours attendu, on a perdu trop de temps pour ça? Et après, au niveau du M5, on commence à voir déjà des divergences en termes de stratégie pour la continuité. Parce que normalement, la désobéissance civile va commencer le 3 août. Mais on voit que Kaoudim lui-même, dans sa vidéo d'hier soir, était beaucoup plus conciliant. Avait quand même plutôt laissé entendre que... Y a-t-il un changement de position? Pour moi, il commence à changer de position et de discours. Ce n'est pas les mêmes tons, ce n'est pas le même Kaoudim qu'on connaît. Donc, dans son discours, c'est comme si c'est ramolli, c'est comme si finalement, donc l'imam, qui n'a pas ouvertement demandé, contrairement aux autres membres du M5, le départ du président, qui avait d'ailleurs réussi à tordre un peu la main du M5 pour s'accorder sur le fait que le président Ibeka allait continuer son mandat jusqu'en 2023 et après proposer des mesures telles que la nomination d'un premier ministre de plein pouvoir et d'autres recommandations. Donc pour moi, l'imam ne va pas forcément accompagner les M5 dans la désobéissance civile. Il va plutôt rester dans la posture de quelqu'un qui va continuer à discuter avec qui des droits pour trouver d'autres solutions. Et ça peut casser pour moi le mouvement. Je peux bien me tromper, mais je pense qu'on est parti pour une certaine division du M5 avec l'imam Mahmoud Dicko qui va rester dans l'aile modérée et puis avec EMK et d'autres personnes qui vont garder la même ligne, Ibeka, son départ et puis le départ de tous les régimes. D'accord. Bala Diakité, quelle est votre analyse de l'évolution de cette situation?
Merci, Monsieur Touré. Merci pour l'invitation. Mes salutations à tous nos téléspectateurs. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le professeur docteur Diko vient de dire. Effectivement, moi je constate que les décisions de la CEDEAO, enfin les conclusions de la CEDEAO ont été, à mon avis, des conclusions qui ont été déjà avancées par le président de la République lors de ses différentes sorties, lorsqu'il s'est adressé effectivement à la nation. Après les manifestations du M5. Et donc, à mon avis, ce sont des conclusions qui étaient déjà connues, qui étaient déjà proposées au plan interne. Dans un premier temps, on a vu que le M5 avait proposé, bien évidemment, ces conclusions-là. Et aujourd'hui, on est en train d'aller vers ça. Mais, à mon avis, ces conclusions ne sont pas de nature à résoudre le problème du Mali, parce que ça peut nous permettre de sortir de cette crise, mais ça ne nous permettra pas en fait de résoudre complètement les problèmes que le Mali vit actuellement. Alors qu'aujourd'hui nous sommes à un tournant historique à mon avis, il faut aller vers des solutions réelles, vers des véritables solutions qui peuvent nous permettre justement de sortir finalement de ce cycle de crise qui à mon avis, ne fait que revenir et revenir à chaque fois. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a eu des élections, on s'est retrouvé effectivement dans une crise politique. Même si la crise actuelle ne peut pas se limiter uniquement à des questions électorales ou à des questions liées à l'élection législative. Et donc, à mon avis, la CEDEAO est toujours campée sur cette position-là que j'appelle... moi, à mon avis, c'est une illusion d'optique. La CEDEAO pense que les problèmes sont d'ordre post-électoral, mais à mon avis, les problèmes sont beaucoup plus profonds que ça. Il s'agit d'une crise scolaire qui est là, il s'agit d'une crise sociale qui est là, il s'agit d'une crise économique qui est là, il s'agit aussi de la crise sécuritaire aussi qui est là. Et je me dis qu'avec des mesurettes pareilles, avec des demi-mesures comme celle qui est proposée par la CEDEAO, on peut sortir de cette crise, mais on ne pourra pas résoudre complètement les problèmes du Mali. D'accord. Docteur Mamadou Guissé, certains se demandent est-ce que ces recommandations de la CEDEAO violent la Constitution? Alors, merci de me faire appel, sauf que je suis un peu désolé, j'entends très mal mes collègues au bout du fil là-bas. J'ai entendu quelques arguments, certes c'est vrai, mais je dois dire premièrement que j'avais la ferme conviction que la mission des 5 chefs d'État devait aboutir plus ou moins à une position figée, comme je l'avais développé, étant entendu qu'ils allaient non seulement dire une vérité sèche au président de la République, mais également donner un peu une opinion favorable au mouvement M5 RFP. Certes, les collègues ont avancé que les chefs d'État n'ont pas avancé quelque chose de nouveau, parce que tout ce qu'ils ont dit avait été déjà développé. Et je pense que cette position est également une position déjà connue, dans la mesure où je vous avais dit qu'ils étaient dans une position de syndicaliste, en train de défendre leurs propres arrières, et dans cette logique, il était difficile pour eux de pouvoir accéder à ce qu'on a appelé l'abdication du chef d'État. Cependant, il faut reconnaître également que leur position va ouvrir un autre front, celui d'une part des députés qui avaient été trichés et d'autre part des députés auxquels on demande, n'est-ce pas, de démissionner. Et ceux-ci vont se lancer également dans la danse et chacun va défendre sa position bec et ongle. Enfin, il faut comprendre que la position du chef d'État est de nature à brandir le bâton contre le peuple malien, parce que nous savons que lorsqu'ils estiment que le départ du chef d'État n'était pas à l'ordre du jour, c'est que si le peuple continue à marcher dans cette logique, il est bien possible que finalement nous fassions face à d'éventuelles sanctions comme l'embargo par le passé. Alors, ceci dit, est-ce que véritablement la position du chef d'État est ou non constitutionnelle? Je pense que j'avais dit en son temps
que le droit ne doit être perçu que selon une position, celle d'un régulateur des rapports sociaux. Et justement, si nous élaborons une norme, c'est dans un but bien déterminé. Lorsque ce but ne peut plus être atteint, qui alors peut véritablement, ou de qui émane véritablement la règle de droit? On dit que le droit est fait par le peuple et pour le peuple. Mais si cela est vrai, la République est également faite par le peuple et pour le peuple. La démocratie également est faite par le peuple et pour le peuple. Lorsque le peuple estime que telle position, telle règle, tel principe ne lui conviennent plus, il est donc important que, par le biais des institutions ou des représentants du peuple, que cette règle soit modérée, soit tempérée, soit même annulée. Et c'est pour cette raison que je dis, quels que soient les arguments que nous devons tenir, il faut également tenir compte de la position du peuple, de la volonté du peuple et surtout de la volonté de défendre l'ordre public. Oui, mais dans ce contexte-là, est-ce que la Constitution a été violée? Alors, moi, je ne vois en rien une forme quelconque de violation de la Constitution. Parce que, imaginez qu'effectivement, le président a la possibilité de dissoudre l'Assemblée. Imaginez également que c'est cette même Constitution qui prévoit les modalités de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Pourquoi, quelque part, on ne peut pas trouver des astuces pour pouvoir trouver une faille quelconque pour résoudre le problème dans ce même ordre constitutionnel. Je ne vois pas le problème. D'accord. On va écouter Issa Kaoudim, qui est le porte-parole de l'imam Mahmoud Dicko de la CEMAS. On écoute Issa Kaoudim. Moi, je pense que c'est une grande avancée pour la crise parce que la paix n'a pas de prix, comme on le dit. Et chacun doit savoir raison garder et mettre le Mali au-dessus de tout. Je suis convaincu que cette décision résoudra peut-être à 50% le malaise, le mal-être que nous connaissons depuis pratiquement 2 mois maintenant. Alors, Fatmata Sako, vice-présidente de la Convergence des forces patriotiques, qui estime que ces recommandations de la CEDEAO vont permettre de sortir de cette crise. On écoute maintenant Issa Kaoudim de la CEMAS de l'imam Mahmoud Dicko. Si on doit aller à un bras de fer n'honore pas notre pays, va décrédibiliser en tout cas cette liste patriotique, démocratique et républicaine. Nous estimons que la CEDEAO ne résout pas totalement le problème, mais c'est une avancée en ce qui concerne la position de la CEMAS. C'est une avancée. Selon vous, Brema Dicko, qu'est-ce qui peut expliquer, comme vous le disiez vous-même, ce changement de discours de Issa Kaoudim? Bon, sincèrement, moi personnellement, hier soir, quand je l'ai entendu, je me suis posé quand même cette question. Parce que quand il dit une avancée, d'accord, une avancée, mais dans quel sens? Bon, peut-être il est le seul à savoir sur quel plan. Mais vu de l'extérieur, avancer parce que, bon, on a au moins un gouvernement restreint qu'on aurait par ailleurs pu mettre en place quand on a reconduit Boubou Cissé le 11 juin, on aurait pu mettre en place ce gouvernement restreint. Et d'ailleurs, dans ce gouvernement restreint, on est dans une période d'examen, il n'y a pas un ministre de l'Éducation nationale. Bon, on est dans une période de pandémie Covid-19, il n'y a pas un ministre de la Santé. Bon, donc ce sont aussi des questions que je me pose. Il n'y a pas un ministre de l'Agriculture, c'est l'hivernage aussi, effectivement, merci de l'avoir souligné. Et donc ça, c'est déjà un premier problème. On a un gouvernement, donc tant mieux, l'État va commencer à refonctionner. Mais après, je ne sais pas si véritablement il y a une avancée parce que la CEDEAO quand même a fait une injonction. Il faudrait que ces mesures soient appliquées au 31 juillet au plus tard. Donc je ne vois pas comment ça va se faire. Le gouvernement d'accord a été mis en place, un gouvernement restreint. Mais pour le reste, la CODEM a dit que ces députés ne vont pas démissionner. Peut-être que les autres aussi vont se prononcer en faveur d'un refus. Si démission il y a, on ne peut pas les contraindre à la démission, parce que juridiquement, on n'a pas ce pouvoir. Je ne suis pas juriste, mais d'après tout ce que j'ai entendu sur les plateaux ces derniers temps, on n'a pas l'obligation, on ne peut pas les imposer une démission. Et donc, si d'aventure ils refusaient de démissionner, qu'est-ce que la CEDEAO va faire? Parce que la CEDEAO a parlé d'un régime de sanctions, c'est pour ça que j'ai parlé d'injonction. Sanctions contre qui? Un député qui est élu par une circonscription, et il y a un arrêt de la Cour. Pour moi, il y a quand même une violation de la Constitution en tant que telle, parce que normalement, l'arrêt de la Cour est irrévocable, n'est-ce pas? Et donc, les faire démissionner, d'une certaine manière, organiser les élections partielles. Ces élections partielles ne sont prévues qu'en cas de démission libre, démission consentie, ou en cas de décès. Parce que les jurys sont toujours dit sur les plateaux, donc je suis à votre école. Et donc, pour moi, il y a impérativement quand même
il n'y a pas d'avancée, il y a plutôt la complexification de la crise. Simplement, je pense que le président Ibeka, il a eu la chance d'avoir le soutien de ses homologues de la CEDEAO qui sont venus au Mali parce que, comme on dit, lorsque la barbe de votre voisin brûle, vous avez intérêt à mouiller la vôtre. Le Burkina prépare une élection. La Côte d'Ivoire, le candidat désigné par Alassane, donc, est malheureusement décédé, paix à son âme. Et donc, il y a des choses qui commencent là-bas. Au Sénégal, ce n'est pas aussi un pays tout à fait calme. En Guinée, des manifestations ont commencé. Donc, le Mali a cette frontière. Si le Mali, la question du Mali n'est pas résolue, ce sont ces 7 pays-là qui ont des problèmes. Et donc la CEDEAO, je pense, a voulu sauver les autres pays de la CEDEAO. Il appartient maintenant au président Ibeka de discuter directement avec les responsables du M5 parce que la position de la majorité présidentielle est connue. À chaque fois, leur position, c'est la position du président. Donc le président doit se décider. Il dissout l'Assemblée nationale. Le problème est résolu. Et soit on met en place une constituante. Donc, au lieu de la démission des députés, dissoudre. Oui. On va y revenir tout à l'heure. Est-ce que vous constatez un changement de discours de la CEMAS de l'imam Mahmoud Dicko à travers Issa Kaoudim? En tout cas, avant de venir ici, j'ai eu l'occasion de lire leur communiqué, le communiqué numéro 5 de la CEMAS, suite bien évidemment aux conclusions de la CEDEAO. Et dans ce communiqué, il est clairement dit, explicitement dit que le peuple est appelé effectivement à maintenir justement sa ligne de revendication et de là, continuer. Vous parlez du communiqué du M5. Je parle du communiqué du M5, bien évidemment. Maintenant, c'est vrai, il y a quand même dans le discours de Kaoudim que nous avons entendu tout de suite quelque chose qui me paraît quand même être inquiétant parce que on a vu Kaoudim était quand même sur la première ligne des revendications et je crois qu'il était l'aile radicale même de la CEMAS. Voilà, voir ce même Kaoudim aujourd'hui parler d'avancées en termes de conclusions données par la CEDEAO, moi c'est quelque chose qui me taraude un peu l'esprit. Surtout quand on sait que pendant le dialogue avec la CEDEAO, ce même Kaoudim a claqué la porte pendant les discussions comme quoi il n'était pas satisfait. Et voir que ce même Kaoudim aujourd'hui considère ses conclusions comme une avancée, pour moi ça dénote d'une incohérence qu'il a intérêt justement à se ressaisir là-dessus, parce que ceux qui le suivent, ils ont été quand même l'étendard de tout un espoir en fait pour des milliers de personnes qui sont sorties suite à leurs appels, à leurs différents appels. Et donc aujourd'hui, ils n'ont pas intérêt en fait à décevoir ce peuple-là. Donc moi je lui dis de se ressaisir sur ces questions-là et de continuer effectivement sur la ligne qui a été toujours la sienne. Donc par rapport maintenant, continuer leurs revendications. Non, mais il le faut. Pourquoi? Parce que s'ils ne le font pas, ils seront discrédités. Et c'est pas seulement Kaoudim qui sera discrédité, mais c'est le M5 tout entier qui sera discrédité. Et quelque part, ça va être une blessure très profonde chez le peuple malien, parce que ce peuple a nourri plusieurs fois l'ambition d'un changement dans la façon de faire de la politique. Et à chaque fois, ce peuple a été trompé par des leaders. Voir qu'aujourd'hui, des leaders religieux qui s'invitent sur le terrain politique et qui commencent à se comporter comme des politiciens, comme on a l'habitude de le voir sous nos tropiques, ça c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est assez inquiétant. Maintenant, par rapport au gouvernement qui a été mis en place hier, moi, à mon avis, ce n'est pas un gouvernement qu'on a vu hier. Ça, c'est un cabinet, de mon point de vue, un cabinet restreint qui est là, en fait, pour continuer les affaires de l'État, en attendant, bien évidemment, que les discussions puissent se poursuivre et que l'on arrive finalement à un gouvernement d'union nationale, si toutefois cela est tout à fait possible. Donc, à mon avis, comme Dicko l'a dit tout à l'heure, un gouvernement qui aujourd'hui ne prend pas en considération le ministère de l'Éducation, qui ne prend pas en considération le ministère de la Santé ni de l'Urbanisme. Nous sommes en période d'hivernage. Il y a beaucoup d'inondations à Bamako ici et à l'intérieur du Mali. Donc moi, à mon avis, le président de la République, ce gouvernement, il a mis en place tout simplement
pour redorer son image auprès de ses pairs de la CEDEAO et également auprès de la communauté internationale, pour montrer effectivement qu'il est en train de faire des pas, que les recommandations de la CEDEAO sont en train d'être mises en place à son niveau. Maintenant, c'est une stratégie politique aussi qui consiste effectivement à amener le M5 à sortir bien évidemment de son retrait et de revenir sur les tables de négociation, parce que si toutefois le M5 ne vient pas sur la table de négociation, nous sommes en train d'aller vers un gouvernement qui sera dans les jours à venir beaucoup plus élargi, et le président de la République a déjà placé ses pions dans des postes qui sont considérés comme des postes les plus régaliens de l'État. Si vous prenez la justice, il a déjà nommé quelqu'un là-bas. Vous prenez la sécurité, il a nommé quelqu'un là-bas. Et donc finalement, ce que le M5 demande à ce que le président soit dépouillé de ses pouvoirs, de ses prérogatives, s'il n'en arrive pas. Tout à l'heure. On va écouter Gossi Dramera, qui est un des candidats qui se disent spoliés. Selon lui, les candidats qui se disent spoliés de leur mandat soutiennent cette résolution des présidents de pays membres de la CEDEAO. Les 31 députés qui avaient dit qu'ils vont aller à l'élection partielle, ça ne se limite pas à ça. Nous sommes en tout à 65 députés. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous on rejette purement et simplement de leurs décisions. Nous nous réclamons tout simplement purement dessus l'Assemblée. Et maintenant, on va écouter encore Marcelin Guenguéré, député élu à Koro, qui estime « Nous n'allons pas démissionner ». Il y a une déclaration trop hâtive et trop passionnée. Donc nous sommes députés très bien élus, nous sommes députés aimés par nos populations et nous resterons députés. Il n'y aura aucune démission. Personne ne pourra nous forcer à démissionner. Donc vous rejetez la décision du chef d'État de la CEDEAO? Purement et simplement. C'est nul et non avenu. Ça c'est très clair. Personne ne pourra nous faire démissionner, on ne démissionnera pas. Docteur Mamadou Guissé, à quoi faut-il s'attendre maintenant par rapport à cette demande de la CEDEAO concernant la démission de 31 députés, y compris le président du Parlement, dans un bref délai? Je vous l'avais dit tantôt, la position de la chef d'État de la CEDEAO, au lieu d'apporter des solutions à nos problèmes, n'a fait qu'en créer. Je vous ai dit qu'il y a deux fronts qui vont s'ouvrir, le front des députés auxquels on demande de démissionner et le front des députés qui s'estiment lésés dans leur mandat et dans leur élection. Ceci dit, vous savez, chaque fois qu'il y a une confrontation entre deux tendances, comme je l'avais dit tantôt, une tendance dans l'obstination du pouvoir et une autre tendance dans la détermination du peuple, il y a effectivement une décision à ne pas prendre. Et celle qui voudrait absolument léser le peuple. Le peuple doit être placé au-dessus de tout. C'est au nom du peuple qu'on gouverne et c'est pour le peuple qu'on gouverne. Donc pour moi, le peuple, c'est le premier et le dernier rempart. Ceci dit, vous avez compris effectivement que dans la logique de la CEDEAO, il y a effectivement un syndicalisme. Ce syndicalisme est de nature justement à protéger les arrières et à faire en sorte que véritablement on ne puisse pas franchir un cap. Dans cette même logique, vous comprenez, lorsqu'on nous donne des injonctions, serons-nous dirigés par la CEDEAO ou serons-nous dirigés par nos propres dirigeants? Et c'est dans cette optique que certainement des recommandations ont été faites au président de la République pour mettre en place aussi rapidement que possible un gouvernement qui est de nature à ne plus être un gouvernement de large ouverture, dans la mesure où quelqu'un disait sur le plateau que justement les postes régaliens de l'État ont été déjà occupés par les partisans, sinon les partenaires du pouvoir en place. Et ceci est de nature effectivement à couper l'herbe sur les pieds, n'est-ce pas, du M5 et du RFP. Ceci dit également, il faut comprendre qu'un tel gouvernement n'a de volonté que de protéger les arrières du président de la République et de son chef de gouvernement. Parce que, vous l'avez vous-même dit, lorsque un certain nombre de postes aussi importants n'ont pas été pourvus, cela dénote du fait que nous ne nous occupons pas véritablement des intérêts du peuple, mais plutôt de nos propres intérêts. Ceci dit, je pense que la lutte qui va s'engager, tel qu'elle le disait, malgré tout, malgré le recul ou en tout cas le ramollissement des positions de Kaoudim, je crois que celui-ci est de nature à ne pas
amener le peuple à, n'est-ce pas, faire marche arrière. Ce peuple a décidé, ce peuple avait décidé, et ce peuple va continuer à décider à aller vers l'avant. Parce que sinon, comment comprendre un tel revirement? Sinon que dans la position des uns et des autres, il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de mûrissement et surtout, il n'y a pas de volonté de défendre les intérêts du peuple. Il n'y a que la volonté de défendre ses propres intérêts. Et je l'avais dit lors d'une précédente émission que lorsque une telle situation se présente, trois cas de figure peuvent se présenter. Oui, le pouvoir va s'acharner, le peuple va également s'acharner et cet embrasement va amener une confrontation et une certaine forme de guerre civile. Deuxièmement, il y a effectivement la possibilité pour les uns et les autres de parvenir à un accord. Mais en ce moment, pourquoi le président de la République et son gouvernement ne peuvent pas accepter un Premier ministre de plein pouvoir? Cela n'est pas de nature, effectivement, à remettre en cause les intérêts du pouvoir en place. Non, certainement, c'est une forme de contrôle qui va s'exercer sur le pouvoir en place et qui va permettre au peuple d'exercer pleinement sa souveraineté, ses pouvoirs et ses prérogatives. Et enfin, je crois qu'il ne faut pas négliger la position de l'armée, que je ne connais pas, que je ne peux pas présager ou présumer, mais il y a en tout cas une épée de Damoclès qui plane sur nos têtes et qui pourrait faire basculer tout l'ensemble du système que nous avons mis en place. Parce qu'à force de vouloir protéger les institutions, un certain désordre viendra bouleverser tout l'ordonnancement qui a été mis en place et permettre effectivement la venue de quelqu'un qui n'est pas souhaité. Mais docteur Guissé, est-ce qu'on peut obliger les députés concernés à démissionner? Non, il n'existe pas de schéma juridique à obliger un député à démissionner. Non, le député, soit il démissionne volontairement, soit il est frappé d'une incapacité totale ou partielle, ou il est décédé. C'est ce qui fait que justement, il peut être remplacé. À défaut, je ne vois pas de schéma par lequel la CEDEAO pourrait. Il y a une seule possibilité. Cette même Cour qui avait statué pour décréter, pour décider que ces députés ont été élus, cette même Cour peut être nouvellement saisie et décider effectivement d'annuler son propre arrêt. Comment cela va-t-il se faire dans la mesure où cette Cour même est inopérante? Voilà pourquoi je dis il faut regarder le droit selon l'intérêt qu'on défend, d'accord, mais également selon l'intérêt du peuple. Voilà pourquoi ainsi nous pouvons, avec les schémas constitutionnels qui sont prévus, les garde-fous qui sont placés, demander au président simplement de procéder à l'annulation, disons, de ces élections et de revenir sur les élections totales. Mais lorsque nous allons également dissoudre l'Assemblée nationale, comment allons-nous faire pour pouvoir réorganiser les nouvelles élections dans un contexte politique pareil, dans un environnement politique pareil? Ce serait également difficile. Donc pour moi, le mal, il est trop grand et il faut véritablement, de façon très sereine, analyser la situation et pouvoir poser, n'est-ce pas, des jalons pour une solution adéquate et définitive. Va-t-on vers une guerre civile, comme le dit Dr Guissé, vu qu'il y a le M5 qui semble être divisé aujourd'hui, les députés, 31 députés concernés qui disent qu'ils ne vont pas démissionner également? Alors, une guerre civile, je ne vais pas utiliser en tout cas cette terminologie, mais c'est vrai qu'on peut tendre vers l'inconnu. Moi, je dis ça l'inconnu parce que nul ne sait véritablement ce qui sera demain, mais nous avons des signaux qui sont inquiétants. La CEDEAO, qui est l'instance régionale à laquelle nous appartenons, a fait des recommandations. Ces recommandations sont anticonstitutionnelles sur certains points et les députés concernés commencent à se prononcer. Donc on a peut-être 8 députés déjà pour le moment qui refusent sur les 31 de démissionner. Peut-être qu'eux aussi vont faire un collectif de députés bien élus refusant de démissionner. Donc on peut aller vers ça. Ça, c'est un premier point. Mais le second point, au sein du M5, que certains se ramollissent et que tiennent un discours contraire au discours galvanisant, mobilisateur, va-t-en-guerre, avec tout ça, les excès éventuellement de langage que certains tenaient. Ça ne change rien à la détermination de la plupart des jeunes. Lorsque la désobéissance civile a commencé, moi je m'amusais souvent à sortir et à faire le tour de Bamako. Je traversais les 2 ponts, voire même les 3. Ce que j'ai vu souvent, ce sont des jeunes de 10, on va dire, à 29 ans. Donc des groupuscules de jeunes, assez autonomes, solidaires
du M5, mais qui ne sont pas membres du M5, qui ne sont pas en train même de suivre des recommandations du comité stratégique du M5 et qui prennent des initiatives individuelles, qui ont commencé à prendre goût à ça et qui s'adonnent à des raquettes, donc ils commencent à quémander de l'argent, 1000 francs, ils disent 2 togo, 3 togo, enfin vous donnez l'argent et vous passez, sinon en fait vous êtes vandalisé. Et donc on a des jeunes comme ça. Et dans toutes les régions, la frustration, comme disait Bala, elle concerne plusieurs griefs. Il y a à la fois ceux qui se mobilisent, notamment à Sikasso, pour des raisons électorales, à Kati, etc. Mais d'autres, c'est pour d'autres questions qui n'ont rien à voir avec l'élection. Des questions. Au centre, ce serait le ras-le-bol concernant les raquettes, concernant l'insécurité. Au Sahel occidental, etc., ce serait la même chose. Donc la crise, elle est très complexe et très profonde. Donc même si certains se ramollissaient, il y a au moins 7 leaders du M5 qui vont garder leur position. Je me garderai de citer leur nom, mais bon, ils sont connus. Mais que deviendrait le M5 sans l'imam Mahmoud Dicko, par exemple? Pour moi, le M5, l'imam a été à un moment donné celui qui a donné la flamme et la confiance à certains de se mobiliser. Mais une fois que vous poussez votre voiture qui était en panne et qu'elle démarre, c'est fini. C'est comme si aujourd'hui nous avons un rouleau compresseur qui est lancé, qui est en train d'aller dans un sens. Il ne peut être arrêté que par des décisions fortes visant à la fois à faire justice, parce qu'il faut d'abord la justice pour qu'il y ait le pardon, mais il faut aussi des mesures fortes qui visent à donner aux Maliens une institution qu'on peut appeler assemblée, comme on dit en bambara, Wassablo, donc une assemblée qui est perçue comme étant légitime et qui sera capable de statuer sur l'avant-projet de révision constitutionnelle, qui d'ailleurs pourra être relu parce qu'en son temps, quand on a mis en place le comité d'experts, des partis tels que l'IRD, Farankaouli et autres n'avaient pas participé à ça, ne se reconnaissaient donc pas dans ce comité d'experts et par conséquent ne se reconnaissent même pas dans l'avant-projet qui est disponible. Donc il faudrait faire des réformes. Mais ces réformes ne sont pas possibles avec une assemblée qui est perçue comme étant légitime. Ça, c'est un premier point. Le second point, la désobéissance civile dans un pays où au moins 66% des Maliens vivent du secteur informel, ça va paralyser l'économie. La sanction dite par la CEDEAO, elle ne concerne éventuellement que ceux qui ont des intérêts de placement dans l'espace CEDEAO. Mais la plupart de ces députés ont fait des prêts auprès des banques, auprès des parents pour se faire élire. Donc la sanction ne va pas les atteindre. Et ensuite, ça concerne éventuellement ceux qui vont voyager. Donc on peut faire ces 5 ans au Mali sans voyager et puis en tant que député s'en sortir. Donc ce que je veux dire, c'est que la solution, elle sera maliano-malienne. Il est vraiment temps pour moi que le président Ibeka, il a écouté tout le monde. Il connaît la position de sa majorité. Il connaît la position du M5. Et dans les deux camps, il y a des gens qui sont prêts au dialogue. On peut toujours trouver un compromis qui fasse plaisir ou en tout cas qui permette de créer les conditions d'un dialogue franc, les conditions de la mise en place des mesures fortes. Moi, j'ai proposé la dissolution de l'Assemblée, c'est ce qui est constitutionnel. Et ensuite, la mise en place d'un gouvernement avec un Premier ministre accepté par tout le monde. Ça peut être l'actuel Premier ministre, moi je n'ai rien contre lui, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Et donc si la discussion permettait de le maintenir, ben, il va rester. Mais ce Premier ministre, il faut revoir éventuellement la palette de pouvoir qu'on va lui confier, parce que la défiance aussi concerne le président de la République. Il a été élu, certes, mais il ne faut pas oublier que nous sommes 20 millions. Et que sur les 20 millions, ben, il n'y a que 7 millions d'électeurs. Et que sur les 7 millions, aux élections présidentielles, il y a peut-être 3 millions qui ont voté. Et que tous les 3 millions n'ont pas forcément voté pour lui. Donc, pareil pour les députés. Aux élections législatives, le taux de participation était aux alentours de 32%. Et donc, 32% sur 7 millions d'électeurs. Donc, ça vous montre un peu qu'il y a une autre partie de la population qui ne se sent pas concernée par tout ça et qui veut des changements, et notamment au niveau de la justice. Parce que dans un pays où la justice est perçue comme étant injuste, ce qui va se passer, c'est ce qu'on a vu hier au Golfe, lorsque la population a pu arrêter un braqueur et ils l'ont brûlé vif. Ça, c'est hier, en pleine journée au Golfe. Et donc, et surtout qu'on oublie qu'on est en train de se battre à Bamako, que, comme je l'ai dit à chaque fois, les terroristes, ils sont à Banamba. Banamba, c'est à 1 heure de Bamako. Et ils ont frappé Massigui l'autre jour. Et donc, le centre, on n'en parle pas. Le Sahel occidental, on n'en parle pas. Donc, c'est pour dire que si on ne fait pas attention, moi, j'ai vu des vidéos où des terroristes sont en train d'initier maintenant des réconciliations entre Peul et Dogon. Et donc, s'ils arrivent à avoir les deux communautés majoritaires du centre avec eux, vous imaginez
qu'est-ce qui va advenir au centre du Mali et qu'est-ce qui peut advenir même de Bamako. Quelle va être l'évolution de la situation? Non, moi, à mon avis, nous sommes sur le qui-vive. Actuellement, comme il a si bien dit, les signaux sont au rouge et tout montre que nous sommes en train d'aller vers une crise qui peut être considérée comme une guerre civile. Et si jamais il y a guerre civile, à mon avis, le président de la République, il l'aura voulu. Parce que, à mon avis, le président, il a tous les moyens aujourd'hui pour mettre fin à cette crise. Imaginez, on aurait pu éviter tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui si le président de la République avait pris son courage à deux mains depuis le 5 juin pour sortir et parler avec les manifestants. Si le président de la République, au lieu de gérer le pays en reculant à chaque fois, parce qu'au départ, on lui a demandé à ce que la Cour constitutionnelle soit dissoute. Il ne l'a pas fait. Mais à la limite, lorsque la rue a maintenu la pression, il l'a fait finalement. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation également face à l'Assemblée nationale. Il ne veut pas dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il y a certains de ses amis qui sont dans l'Assemblée nationale. Alors qu'on parle aujourd'hui de l'intérêt suprême de la nation malienne, où la Constitution lui donne la possibilité, selon les dispositions de l'article 42, de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais il va attendre en fait que la situation se détériore et à la dernière minute dissoudre l'Assemblée nationale. Et ça a été en fait la stratégie de ce président depuis 2018, depuis son élection jusqu'à maintenant. Et regardez bien la crise que nous avons eue effectivement à travers la grève des magistrats, ça a été la même chose. La grève des médecins, ça a été la même chose. La grève des enseignants récemment, ça a été la même chose. C'est qu'à chaque fois le président Ibeka laisse la situation se détériorer et à la dernière minute, tout de suite, il prend des décisions qu'il aurait pu prendre depuis la veille. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait, à un moment donné, que le président de la République descende vraiment du haut de sa chaise présidentielle et qu'il vienne à la rencontre de ces manifestants. Parce qu'il y a en fait les citoyens maliens qui n'ont pas en fait de double nationalité, qui n'ont pas de passeport, qui n'ont pas en fait d'autres refuges si ce n'est pas que le Mali. Et donc aujourd'hui, une crise sociale qui pourrait être assimilée à une guerre civile va en fait créer du désordre et c'est le peuple qui va en ramasser les pots cassés. Donc il faudrait qu'il pense à un moment donné au peuple. Aujourd'hui, la Constitution lui donne les moyens. Aujourd'hui, le M5 est favorable à un dialogue. On ne lui dit pas de démissionner. Vous savez, que l'on veuille ou non, le M5 a mis de l'eau dans son vin. Au départ, il disait la démission du président de la République. Mais à défaut de cela, il faut que l'Assemblée soit dissoute. Il faudrait que la Cour constitutionnelle soit dissoute. Il faudrait cette position après qu'on ait fait usage, bien évidemment, de l'arme à feu à des simples manifestants à main nue. Donc aujourd'hui, ce que le président doit faire, tout simplement, c'est de laisser le Premier ministre là, qui est l'incarnation effectivement de l'usage de l'arme à feu à des manifestants à main nue. Il faudrait bien évidemment que l'Assemblée nationale là soit dissoute et que l'on mette en place un gouvernement qui pourrait être représentatif de l'ensemble des sensibilités de la nation. Encore une fois, il ne faudrait pas que ce soit un gouvernement qui serait basé sur le principe du partage du gâteau, comme lui-même il a l'habitude de le dire. Il y a certains qui viennent manger, après ils refusent de laver l'assiette. Donc il ne faudrait pas qu'on soit dans cette logique-là finalement, que le président lui-même, qu'il soit en fait le garant de l'unité nationale. Cela suppose que le président se met à la hauteur. Rencontrer aujourd'hui les manifestants, ça ne diminue en rien le pouvoir du président. Ça ne diminue en rien ses prérogatives. Au contraire, ça lui donne de la hauteur. Au contraire, ça permet au président d'avoir une attitude, la nécessaire attitude pédagogique de se mettre au-dessus des peurs et au-dessus de la mêlée pour trouver bien évidemment des solutions à une crise qui aujourd'hui semble menacer la quiétude, la cohésion et la sérénité de la vie des citoyens maliens. Et on va demander à Guissé s'il partage votre avis. Docteur Mamadou Guissé, est-ce que vous pensez que les solutions qui sont évoquées par Balan Diakité sont les bonnes? Franchement, je dis, il n'y a rien à dire parce que franchement, c'est l'une des solutions les plus idoines, celle qu'on recherche et celle qu'on a toujours voulu. C'est que le président soit un président de tous les Maliens. C'est que le président arrête de minimiser son peuple. C'est que le président arrête de jouer contre son peuple. C'est que le président soit un président digne de ce nom. Et je ne suis pas contre le président. Et je l'ai dit, il faut qu'il accepte simplement de rencontrer le peuple, de dialoguer avec le peuple et de prendre des décisions idoines
au moment M. Comme mon professeur vient de le dire, il y a des moments où, c'est-à-dire à 30 minutes du mouvement qui a été enclenché, la solution était là, juste à côté. Mais au lieu de cela, on attend le pourrissement de la situation pour ensuite décider de quelque chose qui n'en valait plus la peine. Alors pour moi, franchement, ce sont des décisions qui peuvent aujourd'hui calmer la rue, convenir à l'ensemble de la population et surtout être de nature à ramener l'ordre public et l'espoir du vivre ensemble. Changer de Premier ministre, dissoudre l'Assemblée nationale, ce sont une des propositions proposées par Balan et M. Guissé. Êtes-vous d'accord avec ces propositions? Moi, je partage parfaitement ces propositions, auxquelles je vais ajouter la justice. Il faut que l'enquête indépendante aboutisse rapidement. Ce n'est pas compliqué de savoir qui a donné l'ordre de tirer sur des paisibles citoyens. Et donc, à un moment donné, tôt ou tard, sous son mandat ou après, on saura qui l'a fait et la justice sera faite. On ne peut pas, dans un pays, continuer impunément à laisser les gens faire comme ça. Ce n'est pas possible. La justice d'abord, le pardon ensuite. Si demain, il accepte qu'une tête tombe, qu'on va montrer comme étant responsable de ça, ça va ramollir beaucoup de manifestants. Et après, les mesures qu'ils ont proposées sont des mesures essentielles. Et après, le président Ibeka, il a été requinqué par le soutien de ses homologues chefs d'État. Félicitations à lui. Maintenant qu'ils sortent des solutions graduelles, qu'aujourd'hui, comme ils l'ont dit, ils fassent un traitement de choc. Le traitement de choc, ils l'ont dit, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est la mise en place d'un gouvernement dirigé par un Premier ministre consensuel et qui aura vraiment les prérogatives d'enclencher les réformes. Moi, j'ai dit plein pouvoir. Je l'avais dit au mois de juin et je le réitère. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes contesté, il va rester jusqu'à la fin de son mandat en 2023. Mais mieux vaut avoir un pays que vous pouvez gouverner qu'avoir un pays ingouvernable. Et dans ce cas-là, vous restez la risée du monde. Ça, c'est pas bon. À un moment donné, il faut accepter. Vous avez fait ce que vous pouvez. Vous allez rester président. Mais la situation est telle que soit vous faites ce que, en tout cas, une frange de la population a demandé, soit vous vous retrouvez avec un pays ingouvernable, avec tous les risques possibles. S'il y a d'autres morts, ils seront tous comptables de ce qui va arriver. Nul ne sait ce qui va arriver, mais en tout cas que vraiment, à un moment donné, qu'ils se ressaisissent tous et qu'ils nous donnent des solutions plus rapides. Rapidement, pensez-vous que le président de la République est sur le point d'accepter ou de mettre en œuvre les solutions que vous trois, vous venez de proposer tout de suite, qui est changer de Premier ministre, dissoudre l'Assemblée nationale notamment? Non, en tout cas, il n'est pas dans cette logique-là pour le moment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie, c'est quoi? C'est qu'il va laisser la situation se détériorer et à la dernière minute, il va prendre la décision. Ça trouvera qu'il est trop tard. Je l'ai dit tout à l'heure, le président avait la possibilité, bien évidemment, pourquoi il fait ça? Laisser la situation se détériorer? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais à mon avis, franchement, c'est une mauvaise manière de gérer un pays. D'ailleurs, on ne gère pas un pays, on gouverne un pays. Alors qu'au Mali, nous avons l'impression qu'on ne gouverne pas en fait au Mali. On gère. Merci, il nous reste 2 minutes. Cette gestion est tout à fait une gestion qui tâtonne, est tout à fait une gestion qui est calamiteuse. Balan estime que le pays est mal géré et qu'il faut s'attendre à ce que le président ne mette pas en œuvre ces recommandations que vous venez de faire. Pour moi, simplement, je souhaite que le président prenne la mesure du phénomène, comprenne la profondeur de la crise, se rende compte que ça va au-delà de la question électorale. Là, même la dissolution de l'Assemblée n'est qu'une partie de la solution. Et après, les autres réformes ne sont possibles qu'avec tout ce qu'on a proposé. Le M5 observe une trêve pour le moment d'ici la fête. Après la fête de Tabaski, à quoi faut-il s'attendre, Dr Mamadou Guissé, rapidement? Alors, je dis, après la fête de Tabaski, la détermination du peuple va refaire surface et reprendra le dessus. La détermination du peuple à aller vers la désobéissance civile va revenir de plus belle. Les jeunes, qu'ils soient des voyous ou des jeunes patriotes, vont s'entremêler et je pense que le désordre sera de nouveau de retour. Et c'est pour cette raison qu'il faut absolument faire en sorte que dès maintenant, qu'on jette les bases d'un dialogue. Parce que tous les dialogues qui ont eu lieu bien avant, un dialogue national inclusif et tout le reste, n'ont abouti à rien parce qu'aucune des décisions n'a été mise en œuvre. Voilà pourquoi aujourd'hui, si effectivement le docteur Elie a fait bien de féliciter le président parce qu'il a eu le soutien de ses homologues, il n'en demeure pas moins
que le président doit faire avec son opinion nationale. Merci beaucoup, docteur Mamadou Guissé. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. C'est l'objectif de cette émission, le grand dialogue de Studio Tamani. Merci à nos invités, docteur Brema Elidiko, sociologue, professeur à l'Université de Bamako, docteur Mamadou Guissé, juriste, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako, et Balan Diakité, politologue, chercheur au Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale. À la régie vidéo et audio, Nouhoum Djiré et Gagny Kanté. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.